Donc, pour finir la présentation cette semaine, dans Scikit-learn, on a une implémentation du perceptron multicouche. Dans le fond, c'est disponible. Ça intègre certaines avancées qu'on a vues dans les réseaux de neurones profonds qu'on va voir la semaine prochaine, mais pas toutes. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a pas nécessairement d'intégration GPU. Donc, si on a des gros réseaux entraînés avec beaucoup de données, c'est beaucoup moins efficace. On peut faire beaucoup mieux avec des outils comme PyTorch qu'on va voir dans quelques semaines. Les modèles sont quand même assez rigides. Il y a beaucoup de paramètres ajustables, mais il reste quand même que ce n'est pas aussi flexible que PyTorch ou TensorFlow, où là, tout est possible. On peut implémenter vraiment ce qu'on veut avec les approches de gradient automatique. Donc, il y a MLP Classifiers. Donc, MLP, c'est Multilayer Perceptron, perceptron multicouche pour le classement. La différence avec ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'au lieu d'avoir un critère d'erreur quadratique, on a un critère d'entropie croisée qu'on va minimiser. Et les fonctions de transfert peuvent être différentes que celles qu'on a vues cette semaine. Donc, nous, on a vu essentiellement les développements avec la fonction de transfert sigmoïde, mais on peut le faire avec relu, on peut le faire avec modèle linéaire. Donc, tous ces différents types de fonctions de transfert-là peuvent être utilisés dans MLP Classifier. Il y a aussi le MLP Regressor, où là, on a un critère d'erreur quadratique, qui est le même qu'on a utilisé cette semaine, basé sur le gradient. Donc, ce n'est pas aussi flexible que dans PyTorch, mais il y a quand même beaucoup de paramètres ajustables. Entre autres, on peut ajuster le nombre de neurones sur chacune des couches cachées et le nombre de couches cachées en conséquence aussi, avec le paramètre Hidden Layer Sizes. Sinon, il y a la fonction d'activation peut être modifiée. Par défaut, c'est relu, qui est une fonction assez récente, qui a été utilisée dans les réseaux de neurones profonds, mais qui marche vraiment bien. Si on veut avoir la sigmoïde, il faut prendre la fonction qu'on dit logistique en termes de nommage. Pour ce qui est de l'algorithme d'apprentissage, il y a la descente du gradient stochastique, il y a le Casey-Newton qui est une méthode du second ordre. Il y a Adam qui est finalement une descente du gradient avec une détermination automatique du taux d'apprentissage. Donc, par défaut, c'est Adam qui est reconnu comme quand même fonctionnant assez bien en pratique. Donc, c'est un des meilleurs par rapport aux performances qu'on peut observer en général. On peut faire aussi une certaine régularisation des valeurs des poids, donc une régularisation L2 qui est faite avec un alpha qui est quand même assez faible, mais probablement qui a un certain effet lorsqu'on peut réduire l'emphase ou la valeur de certains poids qui peuvent grossir. La taille des lots. Donc, on peut faire un apprentissage en batch complet, mais on peut aussi le faire en mini-batch, donc en mini-lot, en limitant la taille, en disant que nous, ce qu'on veut avoir, c'est des lots d'une taille de 200 au maximum, par exemple, ce qui est la valeur par défaut. Donc, ça, c'est possible et c'est même souhaitable parce qu'avec des très gros jeux de données, ça peut devenir problématique de traiter le jeu au complet si l'implémentation n'est pas nécessairement faite en conséquence. Le taux d'apprentissage initial aussi est à cette valeur-là. Il peut varier. Donc, il y a une possibilité de le faire varier dans le temps, soit selon le numéro d'époque, soit en observant un peu lorsque l'apprentissage stagne, on va augmenter le taux d'apprentissage ou le réduire. On va dire, on va le réduire lorsque ça stagne pour essayer de faire en sorte que ça aille bien. On a aussi un nombre maximum d'époques, ça c'est important pour arrêter l'apprentissage à un certain moment donné. On ne veut pas le laisser rouler en boucle infinie. On a une certaine tolérance aussi où on dit que lorsque le gain est inférieur à une certaine tolérance, si on observe qu'il n'y a plus vraiment de gain d'une époque à l'autre, pendant deux époques, on va arrêter l'apprentissage disant qu'on a atteint vraiment un plateau. Il y a le momentum, donc comme je vous avais montré dans la capsule précédente, où là, on va donner une certaine inertie au gradient. On va l'amener à se souvenir des corrections qui ont été faites à l'itération précédente, aux itérations précédentes, pour adoucir un peu le gradient puis le faire aller dans une certaine direction lorsqu'on voit qu'il y a eu plusieurs corrections successives dans ce sens-là. On va avoir aussi la possibilité d'arrêter l'apprentissage lorsqu'on voit que l'erreur sur l'ensemble de validation ne baisse plus. Donc, par défaut, c'est désactivé, mais ça peut être activé, puis c'est intéressant pour éviter de gaspiller des ressources. Puis, comme je vous disais, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même revenir au modèle qui avait la meilleure performance en validation parce que c'est celui-là qui a le plus de chances de bien performer. Puis, on peut aussi déterminer la proportion des données d'entraînement qui sont mises de côté pour faire de la validation. Par défaut, c'est 10 mais c'est ajustable.
selon ce qu'on veut faire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres disponibles. Donc, c'est intéressant pour faire quelques expérimentations. Cependant, je vous dirais que lorsqu'on veut faire des réseaux de neurones sérieusement, des outils comme PyTorch et TensorFlow sont encore plus puissants, plus équipés pour pouvoir faire pas mal ce qu'on veut. Lorsqu'on rentre dans une approche où on veut vraiment définir un réseau de neurones assez particulier, adapté à notre problème, ça peut être intéressant d'aller vers les outils faits pour ça, d'autant plus qu'ils exploitent très bien les cartes graphiques, donc on peut augmenter la performance d'un facteur 5-10 assez facilement en allant faisant des calculs non pas sur le processeur, mais sur le GPU, le processeur graphique, qui est particulièrement adapté à l'entraînement de réseaux de neurones.